Ah oui. C'est à moi que revient l'honneur d'introduire notre prochain orateur, que vous connaissez tous, Philippe Van Parijs. Alors ce n'est pas une chose aisée que d'introduire le professeur Van Parijs, car oui, il est l'auteur d'innombrables publications et la liste de ses accomplissements est longue. Mais si ma tâche est délicate, c'est aussi parce que Philippe Van Parijs est lui-même un maître en la matière. Il a l'art de dépeindre ses invités à coups de traits tirés avec finesse et qui systématiquement atteignent leur cible. Si Philippe Van Parijs introduit si bien ses propres invités, c'est parce qu'il attache beaucoup d'importance à l'écoute, mais il était en train de parler avec son voisin. C'est parce qu'il accorde donc beaucoup d'importance à l'écoute et à l'observation. Il est important, dit-il, de comprendre les fanfarons comme les timides, et même ceux qui, selon la formule de Nietzsche, troublent leurs eaux pour qu'elles paraissent profondes. C'est là le préalable nécessaire au dialogue qui lui-même conditionne la clarté intellectuelle. C'est avec cet objectif de clarté intellectuelle, celle qui éclaire et non celle qui éblouit, que Philippe Van Parijs entame aux côtés de Jean Ladrière son parcours de philosophe dans le domaine de l'épistémologie. Cette branche de la philosophie qui fait l'étude critique des sciences, qui se nourrit des autres savoirs, une philosophie que notre invité qualifie dès lors de parasitaire. Alors, Philippe Van Parijs, seriez-vous un parasite ? C'est sans doute le moment de soulever que vous avez fait de la prison. Enfin, ceci dit, ce n'était que pour quelques heures, si j'ai bien compris. Mais ce n'est pas tout. Alors que vous étiez encore tout jeune professeur à l'UCL, vous avez été déchargé du cours que vous donniez, car trop subversif. Alors cela ne vous a pas empêché d'avoir une carrière académique exceptionnelle par la suite. Professeur à l'UCL, à la Catholic Universität Leuven, à Oxford, Harvard, Sciences Po et Normal Sup à Paris, Moscou, Kinshasa et j'en passe. En 1991, vous mettez sur pied la chaire Hoover d'éthique économique et sociale que vous dirigez jusqu'en 2016 et en 2001, vous êtes lauréat du prix Francky. Trop subversif donc, peut-être bien. Mais parasite, je ne crois pas. Bien au contraire, en tant qu'universitaire et académicien, Philippe Van Parijs cherche à contribuer à rendre notre société meilleure, avec le souci de l'intérêt général et de l'équité. Sa vision d'une société meilleure allie liberté individuelle et justice sociale. Il marie ainsi deux concepts généralement conçus comme irréconciliables, l'égalité traditionnellement de gauche et la liberté qui appartient à la droite. Leur réconciliation devient possible avec l'allocation universelle. Cette idée qui constitue le cœur de son ouvrage majeur, Real Freedom for All. Eh bien, cette idée lui est venue, tenez-vous bien, en faisant la vaisselle. Il faut le savoir, c'est important. Aujourd'hui, des expériences pilotes sont menées en Finlande, au Kenya, aux Pays-Bas, en Ontario, en Écosse, en Ouganda, en Alaska. En Belgique, on en parle au sein de tous les partis. En France, comme l'a souligné Stani, c'était la proposition emblématique du programme de Benoît Hamon. Ceci dit, l'allocation universelle ne fait pas l'unanimité, loin s'en faut. Elle compte de nombreux détracteurs qui voient en elle un projet irréaliste, une véritable utopie. Et ça tombe bien, car Philippe Van Parijs est un homme de combats utopiques. Il faut, dit-il, affirmer la légitimité et l'importance d'une pensée utopique déniaisée. L'imagination est indispensable, une imagination intelligente, critique et interdisciplinaire. Une imagination qui s'inscrit dans l'action. À la formule « pensée globale, agir local », Philippe Van Parijs répond « penser et agir, local et global ». Les causes dans lesquelles Philippe Van Parijs s'inscrit sont nombreuses. Il y a Rethink Belgium,
qui vise à repenser de manière ouverte et non partisane les institutions fédérales, le groupe Pavia, au sein duquel il défend l'idée d'une circonscription fédérale unique. Vous vous souviendrez de Picnic the Streets, donc qui a mobilisé de nombreux Bruxellois pour l'amélioration de l'espace public en ville et à sa réappropriation par les citoyens. Et puis il y a bien sûr le Basic Income Earth Network, qui est en quelque sorte le laboratoire de l'allocation universelle. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses initiatives très concrètes dans lesquelles Philippe Van Parijs est actif. Professeur, vous vous êtes approprié cet aphorisme de Guillaume le Taciturne. Il n'est point besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Tactique qui, paradoxalement, s'est souvent avérée gagnante, comme en attestent vos accomplissements. Professeur, vous avez la parole. Bien, merci Gaëtan. Bon, ce qu'il a dit était à peu près correct, éliminer l'un ou l'autre superlatif, et je reviendrai à certaines choses qu'il a dites dans un moment. Donc on m'a demandé de parler du thème évolution dans le partage des ressources, et pour aborder ce thème, effectivement, je parlerai d'une aventure qui a commencé pas très loin d'ici, en décembre 1982. Quelques-uns parmi vous se souviendront peut-être du fait qu'entre le rectorat de l'UCL, que connaissent bien au moins 2 personnes dans l'Assemblée, entre le rectorat de l'UCL, place de l'Université, et le site actuel du musée Hergé, dont on ne parlait pas encore à l'époque, il y avait 2 bungalows d'allure coloniale et un vieux tennis qui était envahi par les bouleaux. Dans le bungalow de droite, il y a eu, peut-être certains s'en souviennent-ils, il y a eu un restaurant roumain aussi, à une autre époque, qui ont habité des personnes que certains de vous connaissent, Yves Jongen, Yves de la Colette. Et dans le bungalow de droite, il y a eu pendant longtemps une maison des jeunes, mais avant ça, j'y ai habité avec ma famille pendant 7 ans. C'est là que, jeune chercheur, je profitais du passage à Louvain-la-Neuve ou à Bruxelles de l'une ou l'autre personnalité pour organiser des débats à l'heure du midi, notamment avec Michel Foucault, Edgar Morin, Ivan Illich, certain nombre, Jean-François Lyotard, un certain nombre d'autres personnes. Et c'est là, effectivement, qu'un jour, en faisant la vaisselle et en regardant à travers la fenêtre un chêne qui s'y trouve toujours, m'est venue à l'esprit une idée très simple. Bon, je n'imaginais pas à l'époque que 35 ans plus tard, j'écrirais encore avec mon collègue Yannick van der Borch, j'écrirais encore un livre qui lui est consacré. Cette idée m'a semblé d'abord une idée qui devrait faire l'objet d'une évolution rapide, tellement elle me semblait évidente. Puis, ultérieurement, j'ai découvert qu'elle impliquait cependant une révolution, en tout cas mentale. Et puis, petit à petit, je me suis convaincu que pour y aller, il faudrait procéder d'une manière fort évolutive, ne fût-ce que, et j'y reviendrai, en raison du fait que toutes les expérimentations du monde dont il vient d'être question ne seront jamais suffisamment instructives. Alors, cette idée, j'ai dû inventer à l'époque un nom pour la désigner. J'ai choisi le mot « allocation universelle » en analogie avec le suffrage universel. Ultérieurement, quand on a fondé le Basic Income European Network en 1986 à Louvain-la-Neuve, un réseau qui est devenu en 2004 un réseau mondial, Basic Income Earth Network, à ce moment-là, on a choisi l'expression Basic Income, qui était en fait surtout utilisée dans le seul débat public sur la question qui existait à l'époque, qui était le débat néerlandais, où on parlait de basisinkomen. Et c'est ce terme-là qui a alors été exporté dans d'autres langues, et c'est pourquoi le réseau français, par exemple, s'appelle le réseau français pour le revenu de base. Je viens de participer à leur université d'été. C'est aussi la même idée que Benoît Hamon a désigné du nom de revenu universel lorsqu'il l'a découverte en 2015 et puis défendue en 2016. C'est enfin la même idée qui est désignée du nom de Universal Basic Income
par Mark Zuckerberg ou par Richard Branson, qui, dans les dernières semaines, ont publiquement défendu la même idée. Alors, cette idée, elle m'est venue comment? Elle m'est venue en réfléchissant d'abord à une petite proposition dans un texte qui, à ma connaissance, n'a jamais été publié, petite proposition qui était faite par Gérard Fauré, un jésuite professeur aux universités de Namur, conjointement avec Philippe Defait, qui est redevenu très actif dans le débat sur l'allocation universelle récemment, après avoir été longtemps président du CPAS de Namur. Et dans ce petit texte, il proposait une idée qui me laissait perplexe. Il disait, à juste titre, mais c'est quand même absurde, il y a des chômeurs qui pourraient lancer une petite entreprise, mais dès le moment où ils lancent cette petite entreprise, on les punit par le retrait de leur allocation. En fait, ce serait bien mieux de leur laisser garder cette allocation de chômage. Alors, ils gagneraient de l'argent, ce serait mieux pour eux. En même temps, on pourrait taxer le revenu qu'ils gagnent. Maintenant, ils ne gagnent rien du tout. Donc, tant pour les finances publiques que pour les chômeurs en question, ce serait beaucoup mieux. Mais ça me laissait perplexe, parce qu'évidemment, on se dit, bon, on permet à ces chômeurs de garder leur allocation tout en fournissant des services de plombier et coiffeurs, que sais-je. Mais enfin, il y a tous les autres coiffeurs, plombiers, etc., qui n'ont pas cette allocation et qui se trouveraient alors confrontés à une concurrence manifestement déloyale. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser, pas seulement que ces chômeurs, au moment où ils vont commencer à travailler, ils puissent garder leur allocation, mais que tout le monde puisse avoir une espèce d'allocation socle. Et au fond, si on faisait ça, est-ce qu'on ne s'attaquerait pas d'une manière frontale au problème du chômage qu'on essaye en vain de résoudre en disant il faut absolument croître plus vite que la productivité, sans quoi il va y avoir plus de chômeurs. C'était déjà 10 ans après le premier rapport du Club de Rome. Un certain nombre d'entre nous se disaient c'est peut-être pas la bonne idée, certainement pas la bonne idée à long terme. Donc pour aborder le problème du chômage, il faudra bien trouver autre chose. Et donc en effet, si on permet à chacun de garder cette allocation en travaillant, c'est un espèce, à travers ce socle qui est fourni, c'est un subside général à toute forme d'emploi, du moins toute forme d'emploi peu rémunérée. Mais en même temps, ça donne la possibilité, du fait de son caractère inconditionnel, ça donne la possibilité à ceux qui aujourd'hui travaillent trop de travailler moins. Donc c'est aussi une technique intelligente de partage du temps de travail. Donc doublement, comme une subvention au travail peu rémunéré et comme technique souple de partage du travail, encouragement à ceux qui travaillent trop à se dessaisir d'une partie de leur emploi ou ne fût-ce que temporairement, ça permettrait de s'attaquer autrement au problème du chômage. Et donc je me suis dit, génial, voilà la solution à ce problème-là. Évidemment, ce qui se passe, et ça s'est sans doute passé pour un certain nombre d'entre vous, quand on a une idée géniale, il se passe toujours l'une des deux choses suivantes. Soit en réfléchissant un peu plus, on se rend compte qu'il y a un problème sérieux, et il vaut mieux oublier l'idée et oublier le plus vite possible qu'on ne l'a jamais défendue. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'évidemment, après un temps, vous découvrez que vous n'êtes pas du tout le premier à y avoir pensé. Et effectivement, ça s'est passé petit à petit. J'ai découvert un certain nombre d'autres personnes, pas beaucoup, à travers l'Europe, qui avaient défendu cette idée. Ce sont ces personnes-là que j'ai réunies alors en Louvain-la-Neuve en 1986. Mais, entre-temps, je me suis rendu compte que cette idée, qui pouvait être une idée modeste, évolutive, à partir de cette idée encore plus modeste de permettre aux chômeurs de garder, pendant un certain temps, leur indemnité de chômage, cette idée que je croyais évolutive, qu'elle impliquait une espèce de révolution. Et je m'en suis rendu compte, un moment que je n'oublierai jamais, j'étais chargé de cours invité à l'Université d'Amsterdam au premier semestre de 1985, et je devais modérer un débat entre deux collègues, un économiste marxiste, Werner de Haan, d'une part, et puis d'autre part, un professeur de sociologie, Bart Tromp, qui était
par ailleurs membre de la direction du PVDA, donc du Parti travailliste néerlandais, donc à l'époque l'un des deux principaux partis politiques néerlandais. Et donc, discussion de l'idée d'allocation universelle. Et ce qui émerge rapidement, c'est que pour De Haan, l'économiste marxiste, il disait l'allocation universelle, mais c'est une idée absolument formidable, c'est génial. Hein, c'est une forme de réalisation du Reich der Freiheit de Marx, hein, le règne de la liberté, puisqu'on va permettre à chaque personne de ne plus être obligée à vendre sa force de travail aux capitalistes. Mais malheureusement, nous sommes en régime capitaliste, forget it. Impossible parce que les détenteurs de capital ne vaudront jamais ça, donc idée magnifique mais tout à fait impossible. Et puis, face à lui, il y avait Bartram qui disait, mais enfin vous, les marxistes, qu'est-ce que vous racontez? Vous avez dit suffrage universel, impossible dans une société capitaliste, les capitalistes ne le voudront jamais. Nous, les sociodémocrates, nous l'avons fait. Vous avez dit la sécurité sociale, impossible, les capitalistes ne voudront jamais. Nous, sociodémocrates, nous l'avons fait. Vous avez dit régulation des marchés du travail, tout ça. Nous, sociodémocrates, nous l'avons fait, pas de problème. Allocation universelle, basisinkomen, geen problème, ça ira, pas de problème. Pas de problème, au sens où, si on voulait le faire, pas de problème pour le faire, mais il est exclu de le faire. On ne le fera jamais parce que le droit à un revenu doit être réservé à ceux qui travaillent ou qui sont incapables de travailler. Un revenu inconditionnel est un scandale d'un point de vue éthique. Bon, moi, je croyais que les problèmes les plus sérieux pour l'allocation universelle seraient des problèmes administratifs, migration, financement, soutenabilité, etc., des choses comme celle-là. Puis il s'avérait que c'était un problème dans notre domaine, à nous, philosophes, Jean-Michel, on était... Alors, je me suis dit, là, il y a un boulot pour les philosophes. Et effectivement, j'ai alors consacré un certain nombre d'années à réfléchir en profondeur aux différentes formes de l'objection éthique face à cette idée, à l'inconditionnalité de ce revenu. Et ça a produit le livre auquel il a été fait allusion tout à l'heure, publié sous le titre « Real Freedom for All » il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Hein. Donc, où il s'agissait de défendre les trois caractéristiques spécifiques de l'allocation universelle, hein, que je vais rapidement rappeler, et en même temps en les mettant dans une perspective historique. Hein, ces trois caractéristiques sont les suivantes, ce sont les trois inconditionnalités qui font la différence entre l'allocation universelle et puis ce que nous connaissons en matière d'assistance sociale, hein, qui en Belgique est appelé le revenu d'intégration, le leefloon en Flandre, hein, ou ce qui était appelé en France le RMI est devenu le RSA. Bon. Quelles sont ces trois différences? Eh bien, c'est que l'allocation universelle est d'abord inconditionnelle au sens de strictement individuel, donc elle est donnée à chacun à un niveau qui est indépendant de la situation familiale, cohabitation ou non. Deux, c'est universel au sens de c'est indépendant de tout autre revenu, c'est donné aux riches comme aux pauvres. Et troisièmement, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'exigence de disponibilité sur le marché de l'emploi. Hein, donc, les formes habituelles d'assistance sociale sont conditionnelles en ces trois sens. On tient compte de la situation familiale, ce n'est donné qu'aux pauvres, c'est ciblé sur les ménages pauvres. Et troisièmement, il y a une demande qui est faite de disponibilité sur le marché du travail ou sur le marché de la formation. Ça prend des formes très différentes et inégales d'un pays à l'autre et parfois même d'une municipalité à l'autre. Alors, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Et là, c'est important de faire une très brève rétrospective historique. On a au fond connu dans l'histoire de nos pays, dans l'histoire de l'humanité, trois formes, trois modèles successifs de protection sociale. Le premier est né au début du XVIe siècle, donc à l'époque de Thomas More et surtout d'un de ses amis, Juan Luis Vives, qui enseignait à Louvain, était juif converti espagnol d'origine, et qui a été le premier à formuler d'une manière systématique un mode, donc la première forme de protection sociale organisée par les pouvoirs publics. C'était au début
du XVIe siècle. Et dans quelques villes flamandes et allemandes, on a introduit pour la première fois donc un dispositif d'aide aux pauvres organisé par les pouvoirs publics municipaux. Jusque-là, c'était une prérogative exclusive des individus privés, par la charité privée, et d'un certain nombre d'organisations religieuses ou d'ordres religieux. Donc pour la première fois, c'est pour la première fois au début du XVIe siècle qu'un certain nombre de villes, le grand exemple à l'époque était la ville d'Ypres, ont pris l'initiative de dire on s'occupe nous-mêmes de nos pauvres, et ça allait de pair en général avec des mesures de prohibition de la mendicité. Ça a été le premier modèle, donc vraiment conditionnel dans les trois sens que je viens d'indiquer. Et puis ce modèle a été en crise profonde. Un certain nombre de grands intellectuels européens ont pris une position très nette en disant il y a une crise insurmontable, il faut revenir à la charité privée. Il y a des textes vraiment très vigoureux de la part non seulement de Malthus, mais aussi de Ricardo, père fondateur de l'économie politique, de Hegel, de Tocqueville, disant plus on aide les pauvres, plus il y a de pauvres, non seulement parce que c'est moins grave d'être pauvre si on est aidé, mais en plus parce que les pauvres vont faire de plus en plus d'enfants et il y aura de plus en plus de personnes à venir rendre non seulement les riches de plus en plus pauvres, mais aussi les pauvres de plus en plus pauvres, selon une des formules utilisées par Ricardo pour condamner tout le système. Bon, heureusement, un philosophe et mathématicien français a eu une idée géniale, enfin je dis heureusement, même si c'est par d'autres voies qu'elle a été finalement réalisée, mais c'est lui qui, semble-t-il, on a eu pour la première fois l'idée, c'est l'idée de l'assurance sociale, que Condorcet a défendu, présenté dans le livre qu'il a écrit pendant qu'il se cachait peu avant sa mort à proximité de l'église Saint-Sulpice à Paris. Et l'idée là-bas est profondément différente. Il ne s'agit plus d'aide ciblée sur les pauvres, mais il s'agit de se cotiser entre travailleurs pour créer un fonds, et ce fonds va permettre de couvrir un certain nombre de risques. Risques de maladie, d'invalidité, de grand âge, de vieillesse, et de chômage involontaire. Et donc, au début, c'était une pure idée, une pure utopie, puis petit à petit, ça a pris des formes un peu décentralisées, et pour la première fois, à la fin du XIXe siècle, et pour des raisons qui tiennent aussi au type de mouvement populaire évoqué à l'instant dans un autre contexte plus contemporain, grâce à cette révolte qui grondait, Bismarck a introduit le premier système d'assurance sociale dans les années 1880, d'abord en Allemagne, puis on s'est dit, tiens, ça marche pas trop mal. Ça a été développé en Allemagne, ça a été copié en France, en Angleterre, etc., exporté aux États-Unis, et maintenant, dans tous les pays développés du monde, c'est la partie la plus importante de notre système de protection sociale. Eh bien, l'allocation universelle, ou le dividende social, comme on l'appelle parfois, c'est un troisième modèle qui diffère de l'assistance sociale. Ce n'est pas une aide aux pauvres sous une série de conditions. Ce n'est pas non plus une assurance sociale où on cotise et en contrepartie pour de cette cotisation, on a droit à une forme d'aide, d'indemnité dans le cas de la réalisation d'un certain nombre de risques. Non, c'est un dividende social qui correspond à l'idée intuitive que, en fait, nous avons hérité du passé, de l'accumulation de capital dans le passé, mais aussi de développement technologique dans le passé. Nous avons hérité d'une énorme richesse, d'une rente, si vous voulez, qui aujourd'hui est partagée de manière très inégale entre nous, principalement à travers le salaire que nous recevons, mais bien sûr aussi à travers les revenus d'autres types, profits, propriété intellectuelle, etc., que nous recevons. En fait, dans les revenus, nous avons parfois l'impression contraire, mais dans les revenus que nous percevons, bien peu est dû à nos efforts. Il suffit de comparer notre revenu réel aujourd'hui, dans le type de profession que nous exerçons, professeur, coiffeur, que sais-je, il suffit de comparer ça aux revenus que percevaient pour le même type d'activité des personnes qui vivaient il y a 100 ans, ou des personnes qui vivent aujourd'hui à Calcutta. Parce que si nous gagnons 10 fois, 20 fois, 30 fois plus, est-ce qu'en termes réels,
Est-ce que c'est parce que nous faisons 10 fois, 20 fois, 30 fois plus d'efforts? Est-ce que parce que nous travaillons plus longtemps? Absolument pas. C'est en raison de cette rente qui a été accumulée grâce aux générations précédentes, toute une série d'innovations, pas seulement technologiques du reste, qui font que nos économies fonctionnent d'une manière beaucoup plus efficace, en un certain sens, qu'elles ne le faisaient à l'époque. Et ce que fait un dividende social, c'est simplement le répartir d'une manière beaucoup plus égalitaire entre tous, de manière notamment à réduire, sans l'éliminer, le type d'inégalité dont on parlait tout à l'heure, lié aujourd'hui effectivement bien plus à ce qu'on appelle parfois le QI qu'à la force physique. Bien, donc voilà le troisième modèle, et effectivement il y a quelque chose de révolutionnaire dans ce troisième modèle. Il est profondément différent des deux premiers. Donc c'est un peu, si vous voulez, le premier c'est un modèle de charité publique pour les pauvres, le second un modèle de solidarité entre les travailleurs, le troisième c'est une question d'équité dans le partage de cette rente. Et cette rente, donc en la partageant de manière équitable, bien sûr, ça a un impact aussi sur les deux autres modèles. Et les propositions les plus raisonnables d'allocation universelle ne consistent pas du tout à faire table rase des deux modèles précédents. Le second modèle n'a pas éliminé la nécessité du premier. Mais le troisième modèle, bien sûr, impliquera un recalibrage des deux premiers, mais leur permettra de mieux fonctionner. Donc le dividende social n'est pas là pour remplacer intégralement l'assistance sociale et l'assurance sociale, mais pour leur permettre de mieux fonctionner sur le socle que constitue cette allocation universelle. Alors, comment aller dans cette direction? L'allocation universelle, aujourd'hui, n'existe vraiment qu'à un niveau anecdotique dans deux endroits du monde, à savoir d'une part l'Alaska et d'autre part Macao. Mais de manière anecdotique, c'est-à-dire un niveau très faible, et en tout cas dans le cas de Macao, d'une manière précaire. Alors, comment aller de l'avant? Est-ce que ça peut être une grande révolution? En tout cas, certains Suisses le croyaient, puisque certains d'entre vous en auront certainement entendu parler. En juin de l'année dernière, il y a eu un référendum national en Suisse, suite à une initiative populaire qui avait obtenu le nombre requis de signatures, qui impliquait, s'il était passé, s'il avait obtenu une majorité des citoyens et des cantons, s'il serait passé, il aurait eu la même force qu'un article de la Constitution de la Confédération suisse. Donc cette proposition disait donc dans la première phrase que la Confédération introduirait un revenu inconditionnel, bedingungsloses Grundeinkommen. Second disait que le niveau de cette allocation devait correspondre à ce qui est nécessaire à une vie digne et à une participation à la vie publique. Et le troisième article disait que le mode de financement et le niveau seraient déterminés par le législateur, par la loi. Bon. Aucun montant formulé, mais dans le commentaire sur le site de la campagne en faveur de la proposition était mentionné le montant de 2500 francs suisses par mois, donc environ 2300 €. Et c'est ce montant qui a été discuté tout au long de la campagne. Ça correspond à 39% du PIB très élevé de la Suisse. Bon, là, pour une révolution, ça aurait été une révolution. Dans les hypothèses les plus modestes et purement statiques, ça aurait impliqué une explosion du taux de TVA de 8%, je crois ce qu'il est en Suisse, à 63%. Et là, c'est encore une estimation fort modeste, ne tenant pas compte de l'impact dynamique d'une telle mesure. Bon. Alors, miracle, 23% des Suisses qui ont voté trouvaient que c'était une bonne idée. Ben, bravo les Suisses, c'est des audacieux. Hein. Bon, alors, ça ne s'est pas fait de cette manière-là, et ça ne se fera pas de cette manière-là. Hein. Quel gouvernement responsable, puisqu'il s'agit aussi de révolution responsable, serait prêt à introduire comme ça, clac, d'un seul coup, une allocation d'un tel montant, inconditionnel pour chacun. Bien. Alors, que faire hein, si on n'ose pas faire ça comme ça d'un seul coup? Expérimentation. Expérimentons, voyons ce que ça donne, puisque si on introduit d'un coup, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, et donc ça peut avoir des effets irréversibles, donc procédons d'une manière expérimentale.
il y a eu, certains d'entre vous en ont certainement connaissance, donc il y a eu les plus grandes expérimentations dans le domaine des sciences sociales ont été faites au début des années 70, principalement aux États-Unis, partiellement aussi au Canada, et concernaient une proposition qui n'est pas l'allocation universelle, mais on est proche, à savoir une forme d'impôt négatif sur le revenu. Je ne rentre pas dans le détail des différences techniques entre les deux, mais fondamentalement, il s'agissait d'une forme de protection sociale qui était inconditionnelle au sens où il n'y avait pas de contrepartie, donc ce n'était pas réservé aux personnes demandeuses d'emploi ou qui montraient qu'elles étaient activement à la recherche d'un emploi ou qui accepteraient un emploi s'il y en avait un convenable qui se présentait, donc c'était inconditionnel en ce sens-là, mais c'était pas donné à tout le monde, ex ante, comme le serait une allocation universelle, c'était ciblé sur une partie de la population, et c'était calculé au niveau de chaque ménage. Mais ça avait quelque chose de semblable au-delà de ça, qui ressemblait à l'allocation universelle, parce que ce qui était donné aux ménages pauvres n'était pas retiré dollar par dollar pour chaque revenu du travail qu'un ménage parvenait à obtenir, mais ça permettait un profil de revenu net pour les personnes qui se mettaient à travailler qui ressemblait, qui était analogue à celui qui serait réalisé en cas d'allocation universelle. En cas d'allocation universelle, il y a le socle et puis tout ce qui s'ajoute, vous pouvez taxer bien sûr, mais ça s'ajoute à votre revenu de base. Pour un impôt négatif sur le revenu, c'est en quelque sorte un crédit d'impôt remboursable dont le montant peut être le même que celui d'une allocation universelle. Bien. Alors, on a fait des expériences de ce genre-là, à un niveau massif, comparé à toutes les autres expérimentations qui ont eu lieu dans les sciences sociales. Il faut faire très attention quand on extrapole à partir de ces expérimentations-là, puisque, ce n'est pas une allocation universelle au sens strict, pour la raison que je viens d'indiquer, et deux, et surtout, la toile de fond, la baseline, le point de départ, et le groupe de contrôle sont très différents de la situation actuelle en Europe et même en Amérique du Nord. Pour un certain nombre de ménages, par exemple les ménages où il y avait 2 parents, beaucoup de ces ménages n'avaient rien du tout avant l'introduction de ce système. Et donc, bien sûr, introduire ce système dans un contexte où il y a rien du tout pour un certain nombre de ménages, c'est très différent de l'introduire dans un contexte où il y a le RSA ou notre revenu d'intégration. Bon, donc on ne peut pas en tirer grand-chose. Il y a eu des expérimentations avec une véritable allocation universelle, récemment au Madhya Pradesh en Inde, et il y en a une qui vient de commencer au Kenya. Mais là encore, on ne pourra jamais rien tirer d'expérimentation de ce type-là pour ce qui serait possible ou désirable de faire chez nous, parce qu'il s'agit, de montants vraiment très faibles, là-bas de variant entre 5 et 6% du PIB par tête, très faible de ces pays-là, niveau très faible, et en plus, de nouveau, c'est là-bas vraiment dans un contexte où il n'y a pratiquement aucune aide sociale pour les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite. Rien pour les enfants, rien pour les familles. Donc là encore, on ne pourrait rien en tirer. L'expérience la plus directement pertinente est celle qui est aujourd'hui menée en Finlande. Du reste, Richard Branson, par exemple, a dit qu'il avait découvert l'idée suite à une réunion il y a quelques semaines en Finlande avec un certain nombre d'autres personnes où ils en étaient venus, d'autres personnes, y compris Desmond Tutu, j'ai vu, qui avait déjà pris position en faveur de l'idée il y a pas mal de temps. Et donc, certainement, l'expérimentation finlandaise est la plus pertinente, la plus intéressante pour nous. Mais même cette expérimentation-là est extrêmement limitée dans ce que nous pourrons en apprendre. Pourquoi ? Première chose, c'est limité dans le temps. Toute expérimentation l'est. Dans ce cas-ci, c'est 2 ans. Mais si vous avez un revenu inconditionnel et qu'on vous dit ça va durer 2 ans, c'est évidemment assez différent de la situation dans laquelle vous seriez si on vous dit, bon, c'est pour la vie. Est-ce que vous allez dire, c'est pour 2 ans, donc j'en profite pour faire quelque chose de tout différent? Ou est-ce que vous allez dire, c'est que pour 2 ans, donc je ne vais certainement pas abandonner mon emploi? Première limite. Deuxième limite, c'est une expérimentation et c'est perçu comme une expérimentation par les gens.
Alors, ça crée un problème dans le contexte de l'Internet parce qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont été repérées parce que sur leur blog, elles disent « Ah, j'ai reçu… » Donc, ils sont dans les 2000 des 150 000 qui formaient la population dont ont été tirés les 2000 bénéficiaires. Alors, ils se vantent sur leur blog, ils disent « J'ai fait ça, j'ai fait ça. » Dès le moment où il y a une de ces personnes qui est repérée par les médias, par les groupes d'activistes, etc., boum, ils sont inondés par les demandes d'interviews, de trucs, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Bon, si vous avez ça dans une mesure significative, après les 2 ans, on va dire, bon, est-ce que ça a changé votre vie d'avoir l'allocation? Je dis, oui, mais j'ai passé tout le temps à répondre à des interviews, à des trucs, etc. Donc, c'est pas exactement… C'est une variété particulièrement forte de ce qui est connu dans la littérature des sciences sociales, comme l'effet Hawthorne, où on avait essayé… On avait essayé de voir si la productivité des travailleurs était augmentée, si l'électricité était améliorée dans les ateliers. Et alors on avait constaté qu'il y avait un effet très important, mais alors on n'est parvenu à dissocier l'effet du fait de savoir qu'une expérimentation avait lieu de l'éclairage amélioré. En fait, l'éclairage lui-même n'avait eu aucun effet, c'est simplement le fait que les gens savaient qu'ils étaient dans une expérimentation qui avait produit tout l'effet. Mais ici, ce serait un peu la même chose. Alors, dans l'expérience finlandaise, et ne fût-ce que pour cette raison, à juste titre, c'est 2000 personnes réparties à travers toute la Finlande. Évidemment, ça fait une différence si vous êtes le seul dans votre commune, dans votre région, à recevoir cette allocation, ou si tout le monde l'a reçue autour de vous. Donc ça fera une différence pour toute une série de raisons dans lesquelles je n'entre pas. Mais il est clair que, comme ils l'avaient pensé, ils avaient pensé faire aussi un échantillon saturé dans une municipalité où tout le monde le recevrait. Mais ça aurait été encore pire, évidemment, parce que là, les caméras seraient là du début à la fin de l'expérience des 2 ans pour voir si la vie dans le village ou dans la municipalité aurait changé. Donc, ça, c'est la 3e limite. Donc, il n'y a pas cet effet de communauté. 4e chose, du fait de nouveau que ce n'est que 2000 personnes dans un marché du travail de 5 millions de personnes. Mais comment allez-vous pouvoir percevoir les effets souhaités du revenu universel, de l'allocation universelle, qui est que les boulots les moins attrayants, les moins intéressants en eux-mêmes, qui n'offrent aucune formation avec un sale patron, etc., ces boulots-là, il sera plus difficile de trouver des gens pour les remplir, et donc le salaire pour ces boulots-là devra augmenter. C'est souhaité. Ou leur qualité devra être améliorée. Et puis d'autre part, on devra voir le développement d'autres emplois qui sont attrayants en eux-mêmes, qui offrent une dose de formation importante, du fait qu'on peut combiner ça avec l'allocation universelle, ou les start-up, venture capital for the people, comme disent certains des défenseurs dans la Silicon Valley. Mais tout ça, évidemment, quand vous n'avez que 2000 personnes dans un marché du travail de plusieurs millions, rien de tout cela ne sera perceptible. Enfin, comment voulez-vous mettre dans un échantillon pour une expérimentation les gens qui seront les contributeurs nets au revenu universel? Bien sûr, ce revenu doit être financé, que ce soit par une modification de l'impôt sur les personnes physiques ou autre chose. Il y en a qui… Donc, ce ne sera peut-être pas énorme, puisqu'on réduit les autres allocations du montant de l'allocation universelle, etc. Mais il y aura un ajustement fiscal à faire quelque part. Et alors, comment pouvez-vous dire à des contribuables, dire « Vous avez de la chance, on vous a tiré au sort, et pendant 2 ans, vous allez gagner moins en net que toutes les autres personnes dans le pays qui se trouvent dans votre situation. » Alors, dans le cas de la Finlande, donc, dès qu'on est tiré au sort, on est obligé d'y participer. Bon, il est clair qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à participer s'il se trouve dans cette situation-là. Ils ont déjà dû faire pas mal d'entourloupettes pour contourner le prescrit constitutionnel qui exige l'égalité entre tous les citoyens, même en ne prenant que des gens qui gagneront, mais vous ne pouvez pas mettre dans un échantillon les gens qui perdront. Or, pour savoir si c'est tenable, pas tenable, vous devez aussi, évidemment, savoir comment réagiront les personnes qui seront les bénéficiaires nets de l'ensemble du dispositif. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que ces expérimentations sont absolument formidables, mais en termes de relations publiques, en termes de publicité pour l'idée, parce qu'effectivement, grâce à l'expérimentation finlandaise, comme aussi grâce à la proposition de Benoît Hamon, ou comme aussi grâce au référendum suisse, il y a beaucoup plus de gens qui ont été amenés à réfléchir au pour et au contre de cette idée.
Et ça, c'est absolument essentiel pour faire progresser ça dans le débat démocratique. Alors, si on ne peut pas faire d'expérimentation, alors comment aura-t-on jamais l'audace responsable d'introduire une mesure comme celle-là? C'est très simple. On fera comme on a fait pour les 2 autres modèles. Le brave Vives, au début du XVIe siècle, quand il prônait dans son De Subventione Pauperum, une aide à tous les pauvres des villes flamandes, ce qu'il proposait en termes d'aide et en termes de conditions était vraiment minable par rapport à notre revenu d'insertion. On peut respecter contre son niveau, contre les conditions qui y sont liées, etc. aujourd'hui. Mais enfin, c'est un luxe par rapport à ce qui a été introduit et puis graduellement copié à travers les poor laws anglaises, etc. ailleurs, etc. C'est un luxe. De même, Bismarck à la fin du XIXe siècle, il a introduit ces pensions de base, ce premier système de pension de retraite. Mais pour une bonne partie des travailleurs, c'était 19% de leur dernier salaire. C'était à une époque où ils recevaient leur pension de retraite à 65 ans, mais l'espérance de vie pour les travailleurs était de 48 ans à l'époque. C'était une petite mesurette, pas chère du tout. Et par rapport à ça, nos systèmes de pension, ici, on se plaint à l'occasion, mais c'est fabuleux, nos systèmes de pension, par rapport à ce qui existait à l'époque. Et Bismarck, quand il a introduit, il n'a pas dit, on va prendre un échantillon aléatoire des travailleurs, on va leur dire, écoutez, quand vous serez grand, si vous atteignez l'âge de 65 ans, vous allez recevoir une pension du Reich allemand. Et puis on va voir s'ils réduisent alors si leur taux d'épargne va diminuer, si leur sur leur participation au marché du travail va diminuer, s'ils vont être plus souvent malades et tout ça. Il n'a pas fait ça, Bismarck, il y est allé, il a introduit ça pour une série d'autres mesures aussi, parce que c'était dans son intérêt pour pouvoir contribuer à l'unification de l'Allemagne. Eh bien voilà, donc aujourd'hui c'est comme ça qu'il faudra faire aussi pour introduire l'allocation universelle. À un niveau modeste, de 15-20% du PIB par tête, donc dans des pays comme les nôtres, entre 400 et 600 euros par mois. Alors, on va me dire, comme on me l'a dit dans mes interventions dans le débat suisse, oui, mais ça c'est bien en deçà du seuil de pauvreté, ça va pas être... Mais même du point de vue de la pauvreté, une allocation à ce niveau-là fait une grosse différence. Parce qu'on a constaté que tous les dispositifs ciblés d'aide aux pauvres ont un rate of take-up, une proportion des ayants droit qui font valoir leurs droits bien inférieure à 100%. Pour le RSA français, c'est de l'ordre de 50%. Des gens qui ne savent pas où ils doivent aller pour l'obtenir, ou ne le savent pas pendant un certain nombre de mois, ou sont trop gênés pour le faire parce qu'il y a quelque chose de stigmatisant. 2, il y a cet aspect de piège de la pauvreté dans nos dispositifs actuels. Puisque dès le moment où on travaille, on tient compte de ses revenus pour déterminer le niveau de l'allocation, et donc on n'ose pas faire le pas parce qu'on craint l'incertitude au niveau de cette allocation. Une allocation universelle, c'est un socle, c'est pas un filet de sécurité qui a des trous et sur lequel on ne peut pas se tenir, c'est quelque chose sur quoi on peut se tenir debout. Et troisièmement, du point de vue, il y a aussi une pauvreté interne au ménage. Le revenu universel, c'est un revenu qu'on donne à chaque membre individuellement, c'est pas une bonification d'impôt, une réduction d'impôt qu'on donne au gagne-pain. Donc il y a une redistribution interne du revenu, et du pouvoir d'achat, mais aussi du pouvoir de négociation au sein du ménage, et ça aussi c'est une dimension de la pauvreté. Je termine alors simplement en insistant sur le fait que cette allocation universelle, ce n'est pas seulement une mesure plus intelligente de lutte contre la pauvreté, complémentaire de toute une série d'autres choses qu'il s'agit de faire. Non. Ça fait beaucoup plus, ça ne touche pas seulement le pouvoir d'achat, ça touche le pouvoir de négociation, c'est une redistribution du pouvoir en raison de ce caractère inconditionnel, c'est une distribution plus égalitaire de ce que j'appelais dans ce livre publié il y a 20 ans, la liberté réelle de faire ses choix dans l'existence. Il s'agit de donner à ceux qui en ont le moins une liberté réelle plus grande de faire dans leur vie ce qu'ils souhaitent vraiment faire. À travers cela, ça permet un va-et-vient beaucoup plus souple, essentiel pour aussi affronter les défis dont il a été question dans la conversation antérieure. Ça permet un va-et-vient beaucoup plus souple entre les sphères de l'emploi,
de la formation tout au long de la vie, et puis des activités bénévoles en particulier, mais pas seulement les activités dans la sphère familiale. L'existence de ce socle doit permettre ce va-et-vient beaucoup plus souple. Et donc, pour moi, c'est important, lié aussi à la discussion précédente, de ne pas se contenter de résister, de ne pas se contenter de dire ça, il ne faut absolument pas y toucher, ça on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Non, il faut avoir des idées aussi prospectives en disant il s'agit de profiter en partie de ces nouvelles possibilités qui sont données. Il y a bien sûr des menaces, mais il y a aussi des opportunités pour fournir un avenir, une utopie mobilisatrice qui puisse être une alternative crédible tant au néolibéralisme où nous devenons tous les esclaves du marché, qu'au paléosocialisme où nous serions tous les esclaves de l'État, mais aussi au djihadisme et au nationalisme de tous bords. Il s'agit de proposer, mais d'une manière qui ne soit pas seulement un rêve révolutionnaire, mais aussi des propositions concrètes évolutionnaires, de proposer quelque chose qui soit une alternative émancipatrice, ou comme, pour réutiliser l'expression que nous avons promue pendant une année à l'UCL, une utopie pour le temps présent. Merci. Merci beaucoup Philippe, merci aussi à Laurent et Jean-Michel de s'être prêtés à ce que nous avions souhaité, c'est la réflexion approfondie sur la révolution responsable. J'en retiens quand même trois choses. Je pense que dans la continuité de ce que vous avez dit et dans les passerelles que vous avez créées les uns les autres, on a parlé de révolution intérieure. Vous avez tous les trois plaidé pour la formation et l'allocation universelle est sans doute une solution pour aller plus en avant dans la formation et dans l'entrée dans la société de la connaissance. Et puis chez tous les trois, peut-être de manière différente et peut-être avec des manières d'exprimer particulières, mais vous avez tous les trois quand même plaidé pour le sens. Et je pense que c'est important. Alors,